Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour à toutes et à tous, au microphone Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Merci de votre fidélité à Confluent, l'émission qui donne la parole au premier peuple et à leurs alliés. Aujourd'hui, Mathieu, nous retournons à Mashteuiatsi. Nous y avons rencontré début septembre Pierre Gill, qui est un Pikwakami'lnu, un Innu du lac Pikwakami, c'est-à-dire le lac Saint-Jean. Diplômé en études littéraires françaises, homme de communication, Pierre Gill a fondé l'entreprise Gillcom en 1989. Il vient aussi de faire paraître un superbe livre de textes et de photos consacré à sa communauté et intitulé « La nation des Pikwakami'lnuatch ». En 1993, Pierre Gill a fondé le mensuel Pikwakami'lnuatch, qui constitue depuis ce temps un véritable trésor archivistique de la vie quotidienne et de l'évolution de la communauté de Mashteuiatsi. Notre invité fait également paraître 4 fois par an le magazine Premières Nations, qui s'intéresse à toutes les communautés autochtones francophones réparties sur le vaste territoire canadien. Pour mieux faire connaître sa communauté, préserver la mémoire des Pikwakami'lnuatch et exalter la beauté de leur territoire, Pierre Gill s'exprime par le journalisme et la photographie, mais aussi par la musique et l'écriture de poèmes et de chansons. Nous l'entendrons d'ailleurs nous dire l'un de ses poèmes dans cette entrevue qu'il nous a accordée en septembre 2022 chez lui à Mashteuiatsi. Bonne écoute! Pierre Gill, merci de nous recevoir chez vous à Mashteuiatsi. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes l'auteur de La nation des Pikwakami'lnuatch. C'est ça. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette nation? D'où vient-elle? Quel est son parcours historique? En quoi se distingue-t-elle des autres communautés Innu, par exemple? Oui, on sait que les Pikwakami'lnuatch, ça fait partie de la nation des Innu, la grande nation des Innu, qui sont répartis au Québec sur toute la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. La particularité des Pikwakami'lnuatch, c'est qu'ils vivent exclusivement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis le lac Saint-Jean étant un lac plat, il était déjà nommé avant l'arrivée des Européens, le Pikwakami. Donc, Pikwakami, Innu, Inuatch, c'est au pluriel. Mm-hmm. Donc, la nation des Pikwakami'lnuatch, les hommes du Pikwakami, les gens du lac Saint-Jean. La caractéristique principale de cette nation, c'est qu'elle est constituée d'Innu, mais aussi de membres des Premières Nations, d'autres communautés. Par exemple, on retrouve ici des Abénaquis, des Cris, des Atikamekw, notamment. Il y a aussi des Blancs. Donc, c'est une multitude de nations, de Premières Nations qui se sont retrouvées sur ce lieu qui est Mashteuiatsi, qui est à la pointe. C'est une pointe qui s'avance sur le lac Saint-Jean, qu'on a baptisé ainsi parce que ça décrit cette pointe-là. Puis ces nations-là se sont retrouvées ensemble lors de la création des réserves en 1853, dont celle-ci en particulier, officiellement en 1856 par le ministère des Affaires indiennes à Ottawa. Puis ces gens-là se sont regroupés pour cultiver la terre, mais aussi pour construire les premières maisons, etc. Alors petit à petit, la communauté est devenue le lieu de rassemblement principal de la nation des Pikwakami'lnuatch. Puis les autres nations venaient naturellement vers ce lieu de rencontre-là, qui est directement sur la route des Fourrures, pour rencontrer les gens de la communauté. Donc, ça s'est installé graduellement, mais avec précision sur le lieu qu'on appelle aujourd'hui Mashteuiatsi. Combien il y a de personnes actuellement qui vivent à Mashteuiatsi? Environ 2000 personnes dans la communauté, mais ce n'est pas le nombre de membres de la communauté. Les membres de la communauté, c'est beaucoup plus grand. On parle de près de 7000 membres au moment où on se parle. Quand on dit communauté, c'est vraiment la réserve, telle qu'elle a été désignée à l'époque. Les membres, comme je le disais, c'est beaucoup plus nombreux, mais ils vivent en dehors de la communauté. Il y en a en territoire, il y en a dans les villes avoisinantes, il y en a aussi à Québec, à Montréal, mais ça demeure des membres de la bande à part entière, parce qu'ils sont statués, parce qu'ils appartiennent à la bande. Mais pour le nombre de personnes dans la communauté, c'est environ 2000 personnes.
Pierre Gill, est-ce qu'il y a un élément qui caractérise la communauté de Mastoyatch aujourd'hui, en 2022? Vous avez évoqué la diversité de ses membres. Est-ce qu'il y a un autre élément qui caractérise la communauté? Une des caractéristiques les plus importantes de la communauté de Mastoyas, je dirais que c'est la façon dont elle est située géographiquement à travers le Québec. Stratégiquement, même s'elle n'est pas nécessairement proche des grandes villes, elle est un peu un lien entre les grandes villes et le territoire, l'immensité du territoire. C'est un carrefour, dans le fond. C'est effectivement un carrefour. Quand je dis que Mastoyats, ou la nation des Pequawagamelnwatch, est installée sur la route des fourrures, c'est vraiment le cas. Quand on parle d'une route qui part, mettons, de Tadoussac puis qui va jusqu'à la baie James, c'est vraiment par ici que ça passait. Et réellement, la route des fourrures, elle est ici, depuis des milliers d'années. Puis, donc, Mastoyat, c'est vraiment un point très, très important géographiquement dans le Québec, dans l'histoire du Québec, la préhistoire même. Mm-hmm. Au lancement de votre livre « La nation des Pequawagamelnwatch », vous avez insisté sur le fait que pour vous, les Pequawagamelnwatch forment non pas une première nation, mais une nation. Pourquoi est-ce que vous faites cette distinction? Qu'est-ce qu'elle recouvre? C'est une réflexion tout à fait personnelle d'avoir choisi de nommer la nation des Pequawagamelnwatch parce que je voulais vraiment qu'elle prenne une dimension qui se distingue des autres par sa diversité, justement. Les autres communautés Innu ont leurs caractéristiques spécifiques qui est pleine de valeurs également, par leur originalité, par leurs racines, par leur attachement à leur territoire, etc. Alors qu'ici, il y a tellement de différences entre les gens qui vivent ici que c'est une presque occasion d'échanger culturellement toutes les connaissances de chacun des peuples, puis ça crée une richesse qui est très particulière. Pour devenir une nation, la réflexion que j'ai faite personnellement, c'est que le Québec ou le Canada se sont autoproclamés nation. Pourquoi pas nous, alors que nous sommes si différents et que nous étions là tellement avant tout le monde? Donc pour vous, Première Nation, ça marginalise finalement les nations? Ça les marginalise par rapport au Québec et au Canada. Quand on parle de peuple fondateur, c'est clair qu'on parle du Canada, du Québec, mais les Premières Nations sont toujours exclues. Mm-hmm. Si on s'affirme un peu plus comme nation, peut-être que le message va passer davantage. Pierre Gill, on a évoqué tout à l'heure un ouvrage que vous avez publié, mais vous avez aussi, entre autres, fondé le journal mensuel Le Pequawagamelnwatch il y a plus de 25 ans, donc en 1993 en fait. À quel besoin ce média cherchait-il à répondre? Quand j'ai créé le journal Pequawagamelnwatch, c'est que j'avais déjà personnellement une certaine expérience en journalisme qui m'a permis de m'intéresser à ça et de constater que dans la communauté, ça pouvait peut-être répondre à un besoin. À la base, c'est important de comprendre que la tradition des Pequawagamelnwatch, comme l'ensemble des Inuits ou l'ensemble des Premières Nations, c'est de tradition orale. Donc, arriver avec un média écrit, c'est clair que ça venait un peu changer les habitudes des gens. C'était évident qu'une radio, par exemple, pouvait probablement avoir plus de succès qu'un journal. Sauf que moi, je l'ai fait dans l'esprit de pouvoir écrire quelque part les 25-30 dernières années de la communauté, de garder en archive des photographies, des textes qui permettent de mieux connaître, de mieux comprendre la nation. Alors, j'ai lancé ça en 1993, donc bientôt 30 ans, avec cet esprit-là, parce que les gens, chez nous, je sentais qu'ils avaient besoin de se voir, de se comprendre, de se parler, d'échanger, etc. Puis, ça a commencé très lentement, parce que c'était des abonnés à l'époque. J'avais peut-être une centaine d'abonnés au journal, puis petit à petit...
Bon, avec les possibilités publicitaires, j'ai réussi à faire en sorte qu'il soit gratuit, puis distribué partout dans la communauté. Donc, c'est devenu un mensuel attendu, je dirais, par les gens de la communauté ici, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, c'est un besoin, disons, qui n'était pas nécessairement manifesté, mais qui, en le créant, a fait en sorte que c'est devenu un outil intéressant et utilisé dans la communauté. C'est remarquable que ça dure depuis presque 30 ans. Mm-hmm. C'est rare dans le monde des journaux. En plus, il est encore distribué sur papier. Oui, il est encore en format papier. Les gens aiment beaucoup le format papier, puis c'est pas un papier journal normal, c'est un papier de très grande qualité parce que je savais que les gens le conservaient. Il y a beaucoup de gens dans la communauté qui les collectionnent, collectionnent, pour pouvoir avoir une très bonne idée de l'ensemble de la communauté. Et en plus de ce journal mensuel, vous publiez aussi Premières Nations, 4 fois par année, qui s'intéresse à toutes les Premières Nations, je ne sais pas si je devrais dire les nations, ou les Premières Nations francophones du pays. C'est une diversité extraordinaire, puis c'est un territoire extrêmement vaste. Comment est-ce que vous arrivez à couvrir l'actualité de gens si différents et si éloignés les uns des autres géographiquement? La question est pertinente parce qu'effectivement, le territoire est grand. Encore là, était ramené le fameux défi de compétitionner, entre guillemets, avec l'oralité par l'écriture, convaincre les gens que ça pouvait être un document qui pouvait rester à la communauté, aux communautés. Alors, quand j'ai parti ça, c'est en 2009, donc ça fait déjà presque 15 ans. C'était avec l'idée de pouvoir dresser un portrait des communautés. Je dis francophone parce que j'avais pas la possibilité de le développer au niveau anglophone pour l'instant. Alors j'ai parti ça avec l'idée d'aller dans chaque communauté, dresser un portrait de la communauté, dire comment ça se vit là, comment ça s'organise, etc. Puis j'ai fait le tour personnellement de presque toutes les communautés francophones du Québec, avec, pour chacun des numéros, une communauté en particulier à traiter. Puis ça m'a permis de faire le tour puis de bien connaître tout ça. Jusqu'au moment où il y a une certaine pandémie qui a éclaté, qui a fait que le processus a été ralenti considérablement. Ce qui fait qu'il y a quelques numéros qui ont été sautés malheureusement. Je l'ai reparti seulement cet été. Tranquillement, je vais voir comment ça va se dessiner pour la suite, là. Mais au départ, c'était vraiment qu'il puisse être gratuit, distribué à l'ensemble des membres des communautés également. Fait que c'était quand même c'était près de 10 000 copies par saison, gratuit. Donc, ça prenait de la publicité pour pouvoir payer tout ça, etc. C'est quand même une grosse machine. Est-ce que vous trouvez des points communs si vous avez visité toutes les nations du Québec, presque, est-ce que vous trouvez des points communs qui ressortent vraiment de manière très forte? Je dirais la confirmation des différences qui peuvent exister entre les communautés, mais surtout entre les grandes familles. Par exemple, les Algonquiens par rapport aux Iroquoiens. Évidemment, beaucoup de différences là entre ceux qui cultivent la terre et ceux qui parcourent les territoires pour la chasse et la pêche et la cueillette. Donc, ça faisait vraiment ressortir des façons différentes. Ces différences-là sont notoires, puis elles sont réelles dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui peut bénéficier d'un immense territoire pour aller chasser, attraper tout ça, par rapport à quelqu'un qui n'en a pas, qui doit cultiver la terre pour vivre, c'est deux mentalités complètement différentes. C'est de vivre avec des frontières ou vivre sans frontières. C'est énorme comme différence. Pour des communautés comme celle d'ici, Mashteuiatsi, l'accès au territoire est tellement important, puis le territoire est tellement grand aussi qu'on peut encore en bénéficier, même aujourd'hui. C'est extrêmement important d'avoir cet accès-là au territoire. Je reviens un peu à votre métier, mais un de vos nombreux talents, soit celui de journaliste. Est-ce que le journalisme en milieu autochtone implique ou présente des défis particuliers? En fait, quand on parle de journalisme autochtone,
il y a nécessairement à la base une volonté d'expliquer, de faire une mise en situation contextuelle pour être capable de dire aux gens... Oui, c'est ça. Pour être capable de situer la nation à travers l'information qui a diffusée. Il y a beaucoup de lecteurs du journal Pequawakamilunuatch, par exemple, ou du magazine Première Nation, qui ne sont pas autochtones, qui sont à l'extérieur. Quand je travaille sur un texte, je dois m'assurer que cette personne-là aussi va comprendre. Mais il y a une volonté à la base qui est de faire en sorte que ce soit bien compris que c'est exclusivement pour les Premières Nations, que ça concerne les Premières Nations, que c'est dans ce contexte-là que le texte a été écrit. Mm-hmm. Vous parlez à la fois aux Premières Nations et aux gens en dehors des Premières Nations. Quelles sont les principales choses que les allochtones ne savent pas des autochtones ou des Pequawakamilunuatch? Quelle est la chose que vous devez constamment rappeler ou répéter? Oui, c'est vrai que il y a énormément de choses qu'il faut rappeler à chaque fois qu'on écrit quelque chose. Il faut rappeler les éléments historiques sans nécessairement entrer dans les détails, mais toujours ramener par exemple, en utilisant des mots en Elohun, qui est notre langue, en utilisant des mots qui vont rappeler que ce texte-là n'est pas un reportage sur les Premières Nations, mais sur les Premières Nations par les Premières Nations. Ça, c'est extrêmement important parce que bien souvent, on va donner des mandats à des gens de l'extérieur, écrivez quelque chose sur notre communauté, puis finalement, on sent que c'est un regard extérieur dans la lecture du texte, tandis que parce qu'il s'écrit à l'intérieur du journal Pequawakamilunuatch et du magazine Première Nation, c'est un coup d'œil de l'intérieur, de ce qui se vit à l'intérieur des communautés pour le projeter vers l'extérieur. Alors, les gens des communautés voient leur portrait, peuvent l'évaluer, peuvent le regarder, l'admirer, etc. Puis les gens de l'extérieur, en même temps, par le fait même, puissent mieux connaître les particularités des communautés. C'est un peu comme ça que j'expliquerais ça. Et Pierre Gill, pour publier le Pequawakamilunuatch et le magazine Première Nation, mais vous avez dû démarrer votre entreprise. Peut-être nous parler un peu de c'est quoi démarrer une entreprise en tant que Pequawakamilunuatch. Quels sont les freins, les coups de pouce que vous avez rencontrés au fil de votre projet en tant qu'entrepreneur autochtone? Alors, pour partir une entreprise en milieu autochtone, à la base, ça demeure un défi. Premièrement, le défi financier, qui est à la base de tout, évidemment, c'est extrêmement difficile dans les communautés parce qu'il y a des particularités dans les communautés qui font que c'est toujours difficile. On ne peut pas, par exemple, emprunter de l'argent sans mettre en garantie quelque chose qui vaut l'équivalent de cet argent-là. C'est un fonctionnement tout à fait normal des banques et des caisses. Donc, premier obstacle, on n'est pas saisissable. Donc, on ne peut pas mettre en garantie des objets ou par exemple, une maison, peu importe. Là, ça, c'est dans un territoire sous la loi sur les Indiens. C'est encore comme ça en 2022. Puis, bien qu'il y a beaucoup plus d'ouverture maintenant puis de possibilités, mais à l'époque, là, je parle en 1993, en 1989, quand j'ai parti l'entreprise, c'était des difficultés importantes. C'était des montagnes à surmonter. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est partir une entreprise, parce que j'avais vraiment l'idée, puis c'était incontournable que je parte une entreprise. C'était d'y aller petit à petit. Donc, d'offrir une gamme de services qui pouvaient trouver preneur dans la communauté. Ça pouvait partir, par exemple, de la rédaction d'un curriculum vitae jusqu'à l'écriture d'un document, en tout cas, peu importe quelle était la fenêtre. Donc, j'ai fait un éventail de services que j'ai offert à l'ensemble de la communauté ici. Puis, petit à petit, j'ai retiré ceux qui fonctionnaient moins bien. Progressivement, j'en suis arrivé au journal, au magazine. Donc, ça s'est précisé, ça s'est comme installé avec les années de façon naturelle. Je suis bien content aujourd'hui d'être encore capable d'en vivre. Mm-hmm.
Je suis de prières et de rivières. Je suis d'Ilnoussi et de Nochimit. Je suis d'orage et de rage, mais aussi de lacs et d'espoir. Je suis de contemplation et de canaux pointant l'horizon. Je suis d'Atikamek, de Cri, d'Innu, d'Abenaki. Je suis d'Écosse et d'Écorce. Je suis de Frange et de France. Je suis Pequawagumilnut. Pierre Gill, vous êtes un homme de mots. On a parlé un petit peu de votre livre, du journal, du magazine, mais vous faites aussi beaucoup d'autres choses. Vous avez beaucoup d'autres talents, comme disait Mathieu tout à l'heure, très justement. Notamment, vous faites de la photo. On dit que vous avez 200 000 photos en banque. Et puis, vous écrivez de la poésie aussi, vous faites de la musique. Comment est-ce que tout ça se nourrit comment est-ce que tous ces talents-là se nourrissent? C'est évident que toutes les sphères que j'explore personnellement, par le journalisme, par l'écriture, par la photographie, par la musique, tout ça, c'est clair qu'il y a une base commune qui est les Premières Nations, qui est la nation des Pequawagumilnutch, encore plus particulièrement, de ce que j'ai reçu comme héritage familial, que ce que la communauté a bien voulu partager avec moi. Tout ça, ce sont des éléments qui constituent la base de l'inspiration qui me permet de faire de créer des choses qui me viennent à l'idée. J'ai une formation en études littéraires françaises parce que à la base, je voulais réussir à écrire l'histoire de ma nation. Puis pour en arriver là, je me disais, j'ai besoin d'avoir une très bonne connaissance de la langue française. Alors, à travers ça, j'ai étudié aussi la poésie, le théâtre, le roman, bon, tout ce qu'on peut étudier en littérature française. Puis, un peu plus tôt, je touchais la musique par le fait tout simple qu'il y avait dans ma chambre, quand j'étais jeune, un piano entreposé, tout simplement. Moi, je jouais du piano avec des petites voitures en fer, seulement pour les stationner à travers les notes. Je connaissais absolument rien de cet instrument-là, sauf que ça faisait de la musique. Alors, ce qui a fait en sorte que je m'y suis intéressé. Je ne me suis pas intéressé à la musique, je me suis intéressé au son que ça faisait, parce que j'ai absolument aucune notion de musique. Tout ce que je fais au piano, à la guitare, ça, je l'ai appris à l'oreille. Puis, c'est un peu comme ça que je crée aussi aujourd'hui des chansons. La seule chose qui est importante à comprendre dans mon histoire littéraire et musicale, c'est que je ne chante pas. Ah. Je peux créer des chansons, mais je ne les chante pas. Disons que je garde une oreille ouverte et un cœur ouvert à ce qui éventuellement pourrait être une interprète ou un interprète qui pourrait prendre mes chansons puis les diffuser. Parce qu'encore une fois, ces chansons-là ont une thématique très précise qui rejoint les Premières Nations. Donc, c'est important que la personne qui va les interpréter puisse véhiculer les messages qui s'y trouvent, autant par sa voix que par son image, que par sa... Il y a des messages à passer, donc ils doivent être captés d'une façon particulière. Le thème de la mémoire revient dans notre conversation beaucoup. Pierre Gill, d'où ça vient ce désir-là de faire mémoire? Dans toute l'histoire des Premières Nations, toute l'histoire a été écrite par des gens de l'extérieur. Le clergé en premier, les jésuites, les oblats, ce qui nous concerne, ce qu'on apprenait à l'école, ça venait de l'extérieur, donc d'un coup d'œil de l'extérieur. Quand nous étions enfants, nous, on apprenait à l'école que les Indiens, c'était des méchants. Imaginez. On avait déjà une image négative de ce qu'on pouvait, de ce qu'on pouvait être. On revenait vers nos parents, puis on leur demandait c'est quoi, pourquoi on est des méchants, parce que c'était facile de faire le lien. Ça fait que je me suis dit personnellement, si on écrit l'histoire par nous-mêmes, on va arriver à une compréhension qui est beaucoup plus intéressante que ce qui a été
amené à travers les textes qui ont été faits par des étrangers. Vous avez parlé du territoire, on voit que vous en parlez avec beaucoup d'amour quand vous parlez de la vastitude du territoire. Quel est votre rapport, vous, au territoire? Moi, j'ai un rapport très, très serré avec le territoire parce que je le pratique beaucoup. J'ai un camp qui me permet d'y aller, un camp ancestral qui a été bâti par mes grands-pères il y a très, très, très longtemps, puis il est encore debout. J'y ai été amené par mon grand-père, par mon père, mais j'ai aussi amené mes enfants, puis maintenant mes petits-enfants, ce qui fait en sorte que ça va pouvoir se perpétuer à travers le temps. C'est un endroit qui est situé quand même à 4 heures de route d'ici, sur le territoire, donc où il n'y a personne d'autre presque. C'est un endroit absolument magnifique qui me permet de recommunier avec l'ensemble de la terre, de l'eau, de la forêt, des animaux, de tout ce qu'il y a là, qui est encore dans un impeccable univers naturel, presque intouché. Pierre Gill, un grand merci pour cette entrevue, vraiment. Tsinishkemuten, merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Tsinishkemuten pour votre visite. Ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir. Nyaut. 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 L'invité de Confluence cette semaine était Pierre Gill, journaliste, photographe, poète et musicien, que nous avons rencontré à Mástolyats en septembre 2022. Nous remercions sincèrement Pierre Gill de son magnifique accueil. Nous tenons également à remercier Jean Gagné, qui nous a reçus à Chicoutimi avec la fabuleuse et proverbiale hospitalité des gens du lac. Merci aussi à Daniel Fortin à la mise en onde. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Pour en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples, rendez-vous au www.missioncheznous.com. Merci Catherine Ego, à très bientôt. Merci Mathieu Lavigne, à très bientôt. Un immense merci à vous toutes et à vous tous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et vous souhaitons d'ici là de très belles rencontres radiophoniques sur les ondes de Radio VM et de Radio Galilée.